Alors, merci de rejoindre sur la bispiritualité chez les Autochtones Inuits au Canada, présentée par Mona Bello, militante Inuk. Ensemble, nous en apprendrons plus sur la culture chez les personnes autochtones. Mona parlera de son expérience en tant que femme bisexuelle Inuk et mère de 2 enfants. Elle parlera aussi de la fluidité des genres qui est traditionnelle chez les Inuits et qui a assuré la survie de son peuple. Elle proposera aussi des idées pour entrer en contact de façon respectueuse avec les Autochtones et plus particulièrement avec les personnes autochtones s'identifiant aux communautés LGBTQIA+, et deux esprits. Merci Mona d'être avec nous ce soir. Je te cède la parole. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. On m'avait dit qu'il allait peut-être avoir une dizaine de participants. Vous êtes beaucoup plus nombreux, donc je suis vraiment contente. J'espère qu'on va passer un beau moment ensemble. Moi, je ne suis pas ici pour vous faire une présentation formelle, là, vraiment, sur la bispiritualité chez les Inuits ou les Autochtones au Canada. Je suis vraiment ici pour avoir une discussion avec vous, puis j'ai autant envie d'en entendre parler de votre part que de vous apprendre un petit peu plus sur ma culture. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, on m'a approché pour parler de la bispiritualité chez les Inuits. Comme vous savez, je suis Inuk, originaire de Iqaluit au Nunavut. Puis, j'habite ici dans la ville de Québec depuis 30 ans maintenant. Et je m'identifie comme une personne bisexuelle. Puis, j'ai 2 enfants. Moi, je travaille principalement dans ma vie professionnelle en éthique de recherche autochtone, en sécurisation culturelle. Puis je suis présentement directrice générale du regroupement, pardon, du réseau, réseau Jeunesse Première Nation Québec-Labrador. Donc, c'est en plein dans mes cordes là, de venir vous parler un petit peu de la sensibilité culturelle quand on côtoie une personne LGBTQIA+, Inuit, mais avant tout, je suis une personne très simple. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous, puis on va apprendre un petit peu plus sur nos cultures respectives, j'espère. Pourquoi ça ne veut pas avancer? OK. Donc, qui sont les Inuits? Je pense que c'est pour vous qui êtes principalement, je crois, de l'Afrique, vous n'avez peut-être pas une grande connaissance de ma culture. Donc, nous, les Inuits, on est vraiment un peuple circumpolaire, c'est-à-dire qu'on entoure le cercle polaire. Donc, ici, on a une vue du monde qui est un peu différente de la vue qu'on nous présente habituellement. On a, dans le fond, le point de vue du pôle Nord. Les Inuits, on se retrouve dans 4 pays dans le monde. Donc, vous voyez en haut Siberian Yupik, c'est en Russie. Après ça, vous avez tout de suite à gauche Yupik Inupiat, c'est en Alaska, donc aux États-Unis. Après ça, on a les Inuits au Canada. Et puis, le Khalatlit que vous voyez, qui est le Groenland. Le Groenland appartient officiellement au Danemark. Donc, nous sommes dans 4 pays dans le monde. On n'est pas juste un pays... on ne se trouve pas juste dans un pays qui est le Canada, là, on se trouve dans d'autres endroits. Plus spécifiquement au Canada, on couvre vraiment une très grande partie du territoire canadien. À l'est, on trouve le Nunavut. Donc, qu'est-ce qui est en jaune, c'est le Terre-Neuve et Labrador. Après ça, la partie inuit du Québec, c'est le Nunavik, donc que vous voyez en vert. Mon territoire est celui qui est le plus grand, qui est celui du Nunavut et qui est tout en bleu, c'est 2 millions de kilomètres carrés pour à peu près 30 quelques mille habitants, là. Donc, on est vraiment très éparpillés sur notre territoire. Et à l'ouest, complètement, on a le Inuvialuit, un plus petit territoire là, qui couvre vraiment l'extrême ouest du Canada. Donc, on est un petit peuple en nombre, mais en territoire, en superficie de la planète, on couvre vraiment un immense territoire. Ça, c'est sans compter en plus les autres pays que j'ai mentionnés plus tôt. Donc, qui sont les Inuits? On a toujours un petit peu l'idée un peu stéréotypée. Les Inuits,
Inuk qui vit sur le territoire, dans la neige. On avait les maisons en neige qu'on appelle les igloos. Puis, on nous appelait auparavant les Esquimaux. OK, donc qui sont les Inuits? Bon, nous, présentement, on est en Amérique du Nord depuis des temps immémoriaux. Et c'est ça qu'on aime dire, nous. C'est qu'immémoriaux, ça veut dire que l'être humain ne se rappelle même pas, a même pas la mémoire de quand on est arrivé ici sur nos territoires. Donc, c'est des temps immémoriaux. On n'a pas ça dans la mémoire. On n'a pas une date précise dans laquelle on est débarqué ici, au contraire de d'autres pays colonisateurs on connaît vraiment quasiment précisément la date et l'heure à laquelle ils sont arrivés ici. On était des nomades, c'est-à-dire que nous, on chassait, on pêchait et on se déplaçait sur de grands territoires au gré des saisons. Dans certaines saisons, on chassait le caribou. J'ai fait et puis le titre est en train de me faire ça. Donc, dépendamment des saisons, on se déplaçait sur le territoire pour aller à la recherche de différents animaux. Donc, on dépendait vraiment beaucoup de la chasse et de la pêche pour leur survie. Mon peuple a malheureusement connu la famine très souvent. Même ma propre mère à moi, qui n'est pas si vieille, a passé plus d'un mois sans manger de nourriture quand elle était jeune. Elle a dû manger la fourrure qu'elle avait sur son manteau. Donc, ces histoires-là, elles sont très près. Ma mère, elle n'a même pas 70 ans, je crois qu'elle n'a même pas 65. Donc, c'était vraiment une très grande dépendance à la chasse et à la pêche pour la survie, étant donné qu'on ne vivait pas dans des communautés. On n'avait pas d'infrastructure en tant que telle. Là. On était vraiment extrêmement mobile. Donc, nous vivions aussi en très petits clans, c'est-à-dire qu'on ne vivait pas dans des grandes communautés organisées. On se déplaçait en petits clans, c'est-à-dire on pouvait être un jeune homme avec sa femme, avec ses parents ou son père et les enfants. C'est tout. On ne vivait pas dans des communautés. On n'était pas un peuple nécessairement communautaire. On vivait vraiment à se déplacer en très petits clans. Nous étions aussi polygames, autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, une femme qui était très forte, qui était reconnue comme ayant des belles qualités et tout, elle pouvait avoir plusieurs maris. Donc, ce n'était pas juste du côté homme par plusieurs femmes. Et c'est une pratique qui a été répandue partout dans les territoires inuits. Puis, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la colonisation s'est faite très récemment chez les Inuits. Les Maoris de la Nouvelle-Zélande disent qu'ils sont le dernier peuple colonisé. Oui, OK. Mais nous, notre colonisation aussi, elle est très récente. Par exemple, j'ai mentionné ma mère tout à l'heure. Elle n'est pas allée à l'école. Elle ne sait pas lire ni écrire en anglais et en français parce qu'elle vivait vraiment à notre manière traditionnelle, ancestrale, là, jusqu'à peut-être 8-10 ans avant qu'elle vive dans une communauté. Puis, donc, notre colonisation est très récente, les blessures sont encore très récentes, puis les bouleversements qu'on a vécus au sein de notre société sont encore très récents. Donc, comment est-ce que la fluidité des genres a assuré la survie des Inuits? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on vivait en très petits clans, puis chacun avait son rôle. Les rôles masculins et féminins étaient très clairement définis. L'homme, c'était la chasse, la pêche, la confection des outils. Ça finissait, c'était pas mal ça. La femme, c'était tout le reste. C'était la couture des vêtements, la cuisson des aliments, l'éducation des enfants. Elle réparait vraiment là, tout, les tentes. Elle faisait les bottes. Elle faisait vraiment tout avec les fourrures, les peaux qu'on avait. Donc, on vivait vraiment une ségrégation des genres qui était assez importante parce qu'il fallait que ce soit une famille complète. Là, on ne pouvait pas avoir juste des personnes pour coudre les vêtements. Il fallait avoir les peaux pour les avoir. Donc, on vivait vraiment de cette manière-là. Donc, comme vous voyez dans mon petit schéma bleu,
s'il y avait un seul homme, mais qu'il y avait 3 femmes, ça créait vraiment un clan qui était très, très débalancé. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pour rebalancer les clans? Il y avait 2 options. Soit on faisait de l'adoption coutumière. Donc, c'est-à-dire que si une famille avait 3 filles en bas âge et que là, il naissait un autre bébé qui était une fille, puis qu'un autre clan avait 3 garçons en bas âge et que le nouveau bébé arrivait, c'était un garçon, bien, ils s'échangeaient les enfants pour être sûr que plus tard, on allait avoir un clan plus organisé. Puis c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui, l'adoption coutumière chez les Inuits. Donc, c'est vraiment vu comme un don, un cadeau de donner un bébé. Puis c'est quelque chose qui était tout à fait normal. Puis, ça se fait encore aujourd'hui. Si une personne a 7 filles, puis là, elle veut avoir un garçon, ben elle va demander est-ce que quelqu'un est prêt à me donner son garçon, je voudrais avoir un garçon, ou peut-être même qu'elle va se le faire offrir par une de ses cousines et tout ça. Moi, je me suis fait offrir mon garçon par ma cousine de cette manière-là, puis j'en suis très reconnaissante aujourd'hui. L'autre option, c'était la fluidité des genres. Donc, un garçon, s'il était élevé avec plusieurs autres petits garçons dans le petit clan, les parents pouvaient décider d'élever ce garçon-là en fille. Donc, si c'était un garçon, il décidait qu'il allait quand même apprendre à coudre, ils allaient l'habiller avec des vêtements de fille, il allait apprendre comment confectionner des pots, comment cuisiner et tout ça. Ou ça pouvait être aussi le cas d'une femme qui commençait à s'habiller en homme au décès de son mari. Donc, il n'y avait pas d'âge, c'était pas comme un rite de passage, c'était vraiment une fluidité qui était accommodante. Puis, c'est quelque chose qui a vraiment assuré la survie des Inuits. Donc, si vous voyez mon petit schéma bleu, vous voyez une femme ou une petite fille pouvait devenir un garçon le temps où on en avait besoin. Puis ça rebalançait le groupe, puis ça rebalançait le petit clan. Donc, le travestissement pouvait être temporaire, mais c'était pas juste, comme je l'ai mentionné, c'était pas juste un travestissement de vêtements, c'était carrément un travestissement vers l'autre genre, où est-ce qu'il ou elle apprenait les tâches de l'autre sexe. Puis, c'est ça, ça pouvait être temporaire. Si après ça, cette fille-là, cette petite fille-là qui a toujours été élevée en garçon, était rendue en âge de se marier, elle pouvait se marier avec un homme, puis décidait de commencer à s'habiller encore comme une femme, commencer à apprendre comment coudre, comment les rôles qui lui revenaient avec son sexe de naissance. Là, c'est sûr qu'ici, on parle de genre et pas de sexualité. Ça ne veut pas dire que parce qu'une femme était élevée en homme, qu'elle allait nécessairement avoir une femme plus tard. Donc, ça ne voulait pas dire nécessairement que cette personne-là allait devenir lesbienne ou quoi que ce soit. C'est vraiment en rapport avec le genre. Mais ce qui est difficile, c'est que nous, notre culture, c'est une culture orale, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de système d'écriture jusque dans les années 40. Donc, on ne pouvait pas documenter des choses comme on documente ailleurs dans le monde. Donc, on n'a pas de cas connus d'homosexualité chez les Inuits. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les Inuits, avec la colonisation, ils ont adopté le christianisme, comme je vous en parlais plus tard. Puis ils disent carrément que it's not the Inuit way to be gay. Il y a carrément des aînés qui ont dit ça. C'est pas, ça n'a jamais fait partie de la culture inuite. L'homosexualité n'a jamais existé chez nous. Un homme aimait une femme, puis une femme aimait un homme. Là, c'est sûr que ça peut être teinté par le christianisme parce que c'est arrivé chez nous puis ça a fait vraiment des ravages.
Donc, ça nous a vraiment amené de grands bouleversements sociologiques, l'arrivée du christianisme, puis ça a été vraiment très fort. Ça a amené les gens à se sédentariser, puis il y en a qui ont été sédentarisés de force. Il y a des films qui existent là-dessus, comme de quoi que les gens avaient faim, puis l'Église disait « Ah, mais nous, on peut vous donner à manger, mais si vous commencez à venir à notre Église. » Donc, ça a été vraiment une sédentarisation qui a été faite au fur et à mesure avec l'arrivée des églises, des comptoirs, des postes de traite et tout ça. Donc, avec l'arrivée de la sédentarisation, ben, on n'était plus dépendant de la chasse et de la pêche autant qu'on l'était avant. On était maintenant dépendant du gouvernement ou des choses comme ça qui nous ont promis des maisons. Et qui a vraiment amené l'idée de la monogamie et que la monogamie, c'était la seule manière d'être en société, de former une société. Donc, ça a vraiment mis fin à la pratique de la polygamie chez nous. Puis, cette fluidité des genres-là, vu qu'elle n'était plus nécessaire, étant donné que la survie, c'était plus aussi fort qu'avant. Le travestissement aussi, c'est aussi terminé à ce moment-là. Puis, ça a été vraiment les rôles de genre plus stricts. Bon, un homme, ça fait ci, une femme, ça fait ça, mais dans le contexte plus moderne, on pourrait dire, entre guillemets. Puis, l'Église, jusqu'à tout récemment, est arrivée dans nos communautés. Il y a des églises qui se sont mises sur place dans les années 60. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... ça a vraiment créé un grand bouleversement. Puis, évidemment, ben, vous le savez, l'homophobie est quand même associée au christianisme. Donc, avant, bon, les gens vont dire, il y a certains aînés qui sont très, très, très croyants qui vont dire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, bon, il n'y a jamais eu de gays ou lesbiennes chez les Inuits. Mais est-ce que c'est une homophobie qui a été intériorisée par rapport à l'arrivée du christianisme? C'est encore un peu flou, c'est pas très évident tout ça parce que ces aînés-là, c'est des leaders, mais c'est aussi des personnes qui sont très, très, très croyantes. Donc, c'est toujours un peu complexe de savoir s'il y a déjà eu de l'homosexualité ou de la bisexualité chez les Inuits. Ça reste encore à voir, puis il y a des recherches qui se font, mais ce n'est pas évident étant donné qu'on a une culture orale. Donc, il y a certains leaders aînés dans nos communautés qui disent que dans le fond, l'homosexualité, c'est un concept blanc et que c'est un apport de la culture blanche, que c'est quelque chose qui a été apporté avec le christianisme et l'influence de l'homme blanc chez nous. Ça reste à voir. J'ai beaucoup de doutes là-dessus parce qu'il y a eu de l'homosexualité partout dans le monde. Mais il n'y en aurait jamais eu chez les Inuits. Ça, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux de penser ça. Donc, il y a vraiment une négation complète là, du fait que ça a déjà existé dans le monde Inuit précolonial. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches et qui ont demandé à des aînés qui étaient peut-être un peu moins teintés par l'Église, qui ont dit qu'il y avait déjà eu qu'il y avait des termes pour lesbiennes et des termes pour gays. Donc, un terme pour lesbienne, c'est deux choses douces qui se frottent l'une contre l'autre. Et pour le terme pour un homme gay, ce serait deux choses dures qui se frottent l'une contre l'autre. Donc, si ça n'a jamais existé, pourquoi est-ce qu'il y avait des concepts? Pourquoi est-ce qu'il y avait des noms pour ça? Disons que ça m'amène à vraiment fortement douter de la véracité du fait que l'homosexualité, c'est un apport blanc à la culture inuite. La bispiritualité maintenant, parce que c'est quand même le sujet de la conférence de ce soir.
La bispiritualité, c'est un concept qui est plus associé aux Premières Nations, donc aux Autochtones qui vivent plus au sud. Bispiritualité ou des personnes qui se disent deux esprits, c'est un concept qu'on entend de plus en plus chez nous, chez les Inuits, mais ce n'est pas quelque chose qui est encore aussi répandu que dans le sud avec les Autochtones qui peuvent être Cris, Wendat et autres. Le concept de deux esprits, c'est que c'est une personne qui a à l'intérieur d'elle un esprit mâle et un esprit femelle. Donc, c'est un être complet qui était respecté. Puis, c'était des personnes qui étaient vues comme étant des guérisseurs parce que, étant donné que cette personne-là était une personne complète, elle est entrant plus facilement en contact avec les différents esprits. Donc, c'était quelque chose qui était qui est beaucoup plus documenté, disons, que la bisexualité chez les Inuits, parce que nous, c'est ça, notre colonisation a été très récente, mais étant donné, encore une fois, qu'on avait une culture orale, c'est pas évident. Mais c'est ça. Donc, c'est des personnes qui croient sincèrement qu'elles ont deux esprits en dedans d'elles, autant un esprit masculin que féminin. Et on est souvent représenté par le 2 dans LGBT, 2Q, IA, en tout cas. Donc, le 2, c'est la symbolique pour deux esprits. Donc, mon coming out à moi. Ça n'a pas été une chose très simple, comme vous pouvez vous l'imaginer. Moi, ma mère, elle est extrêmement croyante anglicane. C'est une fervente croyante. Puis, quand j'avais fait mon coming out au début de la vingtaine, elle m'avait dit « Ah, c'est très mal, qu'est-ce que tu fais? Jésus veut que tu sois avec un homme. » Donc, j'ai dit « Ah oui, un gros débat. Moi, en tant que personne athée et en plus une personne qui essaie de retourner vers mes croyances ancestrales, j'ai dit, mais si nous, les Inuits, on n'a jamais cru en Jésus avant 1940, 50, même 60 dans des endroits, comment est-ce que Jésus peut avoir décidé qu'il veut que je sois avec un homme? J'ai dit, le concept de Jésus n'existait pas chez nous avant. Elle dit, oui, Jésus, on ne le connaissait pas avant, mais il veut que tu sois avec un homme. OK. Comment ma mère, elle s'explique que je sois bisexuelle, c'est que nous, on croit en la réincarnation. On croit qu'une âme, ça ne meurt jamais. Puis, on croit que quand un bébé naît, si tu lui donnes le nom d'une personne qui est décédée, que tu respectais beaucoup, que cette personne-là va réintégrer le corps du bébé qui est né, puis va devenir comme une version 2.0, un peu, si je l'explique très simplement, de la personne. Donc, peu importe le genre. Donc, moi, elle m'a donné le nom de son oncle. Et puis, les noms, ça pouvait être transmis d'un sexe à un autre. Ça ne change rien. Donc, moi, elle m'a donné le nom de son oncle qui s'appelait Ipa. Puis moi, je trouvais ça assez étrange quand j'étais jeune, même quand j'étais très, très jeune, parce que Ipa était marié. Puis on me présentait souvent sa femme en me disant « Ah, regarde mon nom, Ipa, c'est ta femme. » Je dis « Mais comment moi je peux avoir une femme? » Je trouvais ça très, très étrange. Ça, c'était avant d'avoir des questionnements sur mon homosexualité ou ma bisexualité. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent, ça. Et puis, on navigue au travers de ça dès notre plus jeune âge. Ah, c'est ma femme. Donc là, tu vas t'adresser à cette personne-là comme ma femme. Tu vas lui faire des cadeaux. Quand tu chasses ton premier animal, ben, tu vas lui donner ton animal. Tu vas lui faire des cadeaux et tout ça. Donc, c'est comme ça que ma mère s'explique le fait que je sois lesbienne, que je sois bisexuelle. Par contre, il y a plein, tout le monde dans le monde inuit a un nom qui est d'un autre genre et puis porte en elle cette identité-là. Donc, puis c'est pas 100% des Inuits qui sont bisexuels ou gays aujourd'hui. Donc, mais ça, c'est de la manière que ma mère se l'est expliqué.
Par contre, avec l'adoption coutumière, c'est quelque chose qui est vraiment très beau dans notre culture. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ma cousine qui m'a donné son bébé. Puis ça, c'est quelque chose qui se perpétue encore. Elle savait qu'à l'époque, ben, mon ex-conjointe et moi, on ne pouvait pas avoir de bébé, pas de façon biologique, là, parce que le deuxième que vous voyez, le petit blond, on l'a eu de façon biologique. Mais c'était vraiment un don de sa part pour dire, tu sais, je sais que vous voulez peut-être un bébé, fait que je vous donne mon bébé. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment super génial. Puis ça montre de l'ouverture d'esprit. Puis beaucoup de couples de lesbiennes ou de couples d'hommes inuits aujourd'hui qui bénéficient assez facilement de l'adoption coutumière parce que ça fait partie de nos coutumes. Puis l'homophobie n'est pas très au rendez-vous, heureusement, quand on parle de l'adoption coutumière. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis, en fait, je crois aussi que le fait que je sois devenue mère, ça a vraiment eu une influence positive dans mon entourage pour il ne me voyait pas juste comme un être sexué qui a des relations sexuelles avec une femme. Il me voyait maintenant plus comme une mère. Donc, ça a été comme plus facile pour certaines personnes âgées dans mon entourage d'accepter le fait que je sois avec une autre femme parce qu'on était rendus des mamans. Puis, elles nous voyaient plus comme des mamans plutôt que des êtres sexuels. Donc, c'est quelque chose qui a été facilitant, je crois, quand je suis devenue mère, parce que quand on est adolescent, ben, ça peut être un peu plus difficile. Ce qui est aussi difficile, c'est qu'on vit dans des très, très, très petites communautés. Moi, quand je suis partie de mon village, il y avait seulement 1200 habitants. Donc, tu sais, se trouver un chum ou une blonde ou vivre un peu dans l'anonymat, c'est très, très, très difficile. Donc, moi, j'ai eu la chance de partir de ma communauté justement pour vivre plus librement au sud. Mais ce n'est pas toujours le cas pour des personnes qui vivent dans des très petites communautés. La plus petite communauté au Nunavik, qui fait partie de la province de Québec, a 150 habitants. Donc, vivre une sexualité saine, qu'elle soit hétérosexuelle et encore moins homosexuelle ou bisexuelle, ça peut être vraiment très difficile parce que tout le monde connaît tout le monde est ta famille, tout le monde est, et tout le monde est comme un peu au courant de tes affaires. Donc, c'est pas facile. Puis là-dessus, je comprends que j'ai vraiment vécu un privilège de pouvoir venir vivre dans une grande ville, puis de vivre un peu d'anonymat loin des yeux de tous. Donc, pour ce qui sont des bonnes pratiques, c'est quelque chose qu'on a discuté un peu, Mélika et moi, cette semaine, parce que c'était important pour Franco Queer d'aborder cet aspect-là des bonnes pratiques. Je pense que qu'est-ce qui est important de reconnaître, là, c'est quand on rentre en contact avec une personne qui soit Inuk ou bispirituelle ou 2+, ou peu importe, c'est vraiment de reconnaître qu'on vit des réalités identitaires difficiles. Premièrement, de par notre couleur de peau, de par notre culture, on vit vraiment beaucoup de racisme et de discrimination. On va se le dire, même dans le beau pays qui est le Canada. C'est pas quelque chose qui est facile, là, s'identifier en tant que personne autochtone au Canada, c'est vraiment pas simple. On vit beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme, il y a beaucoup de préjugés qui nous suivent partout, puis c'est vraiment pas évident. En plus, si on porte le fardeau, en plus d'être gay, lesbienne ou queer ou peu importe, on a l'homophobie qui embarque en plus. Donc, c'est pas toujours évident de porter ces deux dimensions-là. Ça peut être vraiment très, très lourd pour certaines personnes. Étant donné que chaque être humain a besoin de trouver sa place. Puis, des fois, le fait d'être gay, lesbienne, ça peut être facilitant pour entrer dans certains milieux LGBTQIA2+. Mais après ça, on a la discrimination par rapport à notre couleur de peau, à notre culture.
Donc, c'est pas toujours facile de trouver sa place. Puis encore une fois, là, je suis très contente de pouvoir vivre à Québec. Je me suis impliquée auprès de la Coalition des familles LGBT. J'ai vraiment été un peu partout sur la scène gay lesbienne à Québec, même au Québec, mais c'est pas toujours évident. Il faut avoir une force de caractère que c'est pas tout le monde qui a nécessairement. Ce qui est important aussi, c'est quand on rentre en contact avec une culture autochtone, peu importe laquelle elle est, c'est de comprendre qu'on est dans un milieu qui amène à l'acculturation, c'est-à-dire à la perte de notre culture, à la perte de nos langues, à la perte de nos pratiques. C'est moi étant ici dans la ville de Québec, je ne peux pas parler ma langue à tous les jours parce qu'il n'y a personne qui parle les Inuktitut ici. Je ne peux pas pratiquer ma culture, il n'y a personne qui chasse, qui pêche. Je ne peux pas partir avec mon fusil aller chasser un orignal ou un caribou au coin de la rue. Donc, tu sais, c'est de comprendre qu'on a beaucoup, beaucoup de réalités identitaires qui peuvent être très, très, très difficiles, puis qu'on a vraiment à se battre. Donc, moi, je vous le dis, si vous rencontrez une personne autochtone, peu importe de quelle sexualité elle s'identifie, même hétérosexuelle, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle est très forte. Ça, je peux vous le garantir parce que tout est un peu contre nous. Puis, c'est de vraiment avoir une sensibilité d'être humble. Nous, les Autochtones et les Inuits en particulier, c'est vraiment important l'humilité. On est issus de cultures asiatiques. Donc, tu sais, nous, à la base, les Inuits, on a migré comme de l'Asie centrale, la Mongolie, la Chine et tout ça, le Japon. Et on a traversé ici en Amérique du Nord il y a des temps immémoriaux. Donc, nos cultures, elles sont très, très, très orientales. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à s'imposer à l'autre personne. C'est pour ça qu'on donne des petites poignées de main un peu faibles parce qu'on ne veut pas montrer à l'autre personne qu'on s'impose à elle. Tandis qu'ici, dans la culture nord-américaine, qui prône vraiment le dynamisme, la confiance en soi, d'être vraiment sûr de soi, pas qu'on n'est pas sûr de nous, mais qui privilégie le dynamisme, ils vont dire « Ah, mais pourquoi elle me donne une petite main faible? Moi, je lui ai donné une main forte. » Des choses comme ça. Donc, on cherche vraiment, ce qui est vraiment valorisé chez nous, c'est l'humilité, c'est de parler doucement, c'est d'être doux, de ne pas s'imposer à l'autre. Donc, tu sais, pour la recherche de services, des fois, c'est pas toujours évident. Puis, quand on voit des itinérants inuits dans la rue, des fois, c'est facile d'aller les juger. Ah, ils boivent beaucoup, ils sont sans abri, tout ça. Il faut juste comprendre tout ce qu'on a vécu en arrière, tu sais, tout le clash culturel qu'on a vécu tout récemment. Donc, c'est juste d'être doux. La plupart des Inuits sont très gentils, sont faciles d'approche. Il suffit juste d'être un peu humble et approcher les gens doucement, puis on va être, on peut devenir vos meilleurs amis. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la réalité des personnes inuites en rapport avec tout ce qui est l'identité de genre et l'homosexualité, la bisexualité, tout, on a un excellent film vous voyez, c'est sur Vimeo. Vous pouvez le voir. C'est Two Soft Things, Two Hard Things. Là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de traduction francophone ou avec des sous-titres en français de ce film-là. Peut-être que vous allez plus facilement le trouver sur Internet que moi, mais ça parle justement de l'homosexualité, la bisexualité dans le monde inuit. C'est vraiment un must à voir. C'est un film qui a gagné des prix partout dans le monde. Il a fait tout le tour des festivals de films. C'est vraiment excellent. Puis, c'est ça, vous avez la référence là aussi. Et un autre petit film de 10 minutes qui est vraiment super intéressant aussi, qui s'appelle Iviliat Entwined. Et encore une fois, je vous ai mis la référence pour aller voir sur Vimeo. C'est un film qui traite du lesbianisme chez les Inuits. C'est un petit film qui dure 10 minutes.
c'est vraiment super beau, super calme, doux. C'est vraiment magnifique. Donc, je tiens à vous dire merci dans ma langue. Comment on dit merci dans ma langue, c'est Huyanamik. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de partager ma culture avec vous. Énormément, Mona Bello, pour ce partage intime de ta culture. Merci également à nos bailleurs de fonds, IRCC et la province de l'Ontario. On vous invite aussi à lire les 94 appels à l'action publiés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Aussi, toutes les ressources que Mona a partagées aujourd'hui et d'autres seront partagées avec le formulaire d'évaluation que vous allez recevoir par courriel demain.